Bonjour à tous, bienvenue à Apprenons en français. Nous sommes ici pour faire du tutorat en sciences. N'oubliez pas que la première chose qui est importante pour moi, c'est répondre à vos questions live. Et n'oubliez pas, si vous regardez en rediffusion, vous pouvez les taper dans la section commentaires parce que j'utilise toujours vos questions pour faire des émissions suivantes. Alors, si on regarde quels sont les points importants que je vais regarder aujourd'hui, le télescope James Webb est arrivé avec une nouvelle photo il y a 2 jours, donc on va regarder celle-ci. On va aussi regarder comment se forme le brouillard, parce que depuis quelques jours où je vis, il y a du brouillard. J'ai pensé que ça serait intéressant et on va faire un peu de géologie aujourd'hui. L'émission sera de 30 minutes aujourd'hui, un peu plus court, mais tout de même fantastique. Alors, si nous pouvons regarder ici, quel est notre premier sujet? C'est James Webb. Voyons voir si on peut faire ceci pour que ça soit plus intéressant. La photo va venir. Alors, si on se rappelle bien, James Webb, qui est notre télescope spatial, a été envoyé dans l'espace. Nous avons enligné les miroirs depuis quelques semaines. Et ça, c'est notre première photo dans laquelle on dit, OK, nous avons enligné nos miroirs de façon à ce que le récepteur d'informations nous donne des informations dans un point spécifique. Alors, si on regarde cette photo ici nous montre une étoile. On peut voir que cette étoile est en un point seulement. Maintenant, il y a encore quelques petits ajustements à faire, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que nous regardons la photo, voyons voir, on voit cette étoile. Mais ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ont remarqué que si on regarde derrière cette photo, on peut voir ici, alors si on regarde, est-ce que ceux-ci sont aussi des étoiles? Pas du tout, ce sont des galaxies. Donc, c'est un télescope qui est très puissant. Ça va nous permettre d'avoir des informations encore plus précises et les astronomes sont très impressionnés parce que certains de ces points, lorsqu'on regarde dans le ciel, ces points semblent être une étoile, mais lorsqu'on peut avoir plus de détails, on peut remarquer que ce n'est pas une étoile qu'on peut voir, mais une galaxie entière. Donc, si on regarde ici, cette idée ici, nous avons une galaxie qui, si on a peu de technologie, on regarde le ciel, cela ressemble en un point. Donc, imaginez toute l'information que nous allons avoir dans les années à venir. C'est excitant. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est une photo qui est sortie il y a 2 jours. Donc, ça fait partie de l'actualité. Et bonjour Chiffre Alphabet, merci d'être venu aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que tu es avec nous. C'est fantastique. Et nous avons déjà ici une question de Chiffre Alphabet. Donc, ce sera la question que nous allons voir maintenant. Et cette question est comme celle-ci. Et moi, je vais retourner avec le tableau. Quelle est la différence entre une transformation physique et une transformation chimique? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que ça nous permet de bien comprendre la matière. Donc, voyons voir. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons des transformations qu'on appelle physiques, c'est une transformation qui arrive, mais cela ne change pas les propriétés de la matière. Voyons voir quelques exemples. Donc, nous avons par exemple l'eau. Si nous prenons l'eau comme une matière, chimiquement, c'est H2O comme ceci. Très bien. Nous savons aussi que nous pouvons avoir un solide qui est de la glace. Mais lorsqu'on approche 0 degré Celsius, nous allons obtenir de l'eau. Et lorsque nous atteignons ici 100 degrés Celsius, nous allons obtenir de la vapeur. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons de l'eau qui est une matière, qui est de la glace à moins de 0 degré. Lorsqu'on chauffe cette glace, passé 0 degré, c'est de l'eau. Et lorsqu'on réchauffe cette eau encore plus à 100 degrés Celsius, nous avons de la vapeur qui est un gaz. Mais chose intéressante,
Si nous prenons cette vapeur d'eau et que nous la refroidissons, nous allons obtenir de ce gaz de l'eau liquide. Et si nous refroidissons cette eau liquide à une température plus basse que 0 degrés Celsius, nous allons obtenir de la glace. Donc, chose intéressante, nous avons toujours de l'eau. Par contre, l'état de cette eau va changer de solide à liquide à eau. Et ça nous montre qu'il y a des transformations. Mais ça, c'est une transformation physique parce que c'est ce qu'on appelle une transformation qui est réversible. Donc, réversible, comme cela. Donc, ce qui est intéressant je vais donner un autre exemple. Voyons voir. Oh, c'est toujours intéressant. Si nous avons une cuillère comme ceci, et que nous prenons cette cuillère et que on voit que c'est fait en métal, je vais prendre cette cuillère et je sais que quelqu'un ne sera pas content, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons plier cette cuillère, mais c'est toujours fait en métal. La forme est différente. Ça, c'est une transformation physique. Pourquoi? Parce que c'est réversible. Donc, moi, je peux réaligner ma cuillère et tout va bien. Si nous avons, par exemple, un autre exemple, si nous avons, par exemple, un métal comme le cuivre, donc il y a peut-être des électriciens et électriciennes qui vont ici faire des travaux. Nous avons des fils de cuivre pour transporter l'électricité. Nous pouvons changer la forme pour pouvoir contourner différents endroits et faire de la construction. Changer la forme du tracé du fil, c'est une transformation physique. Transformation physique ne change pas la chimie. Ici, on peut changer d'état, de glace à eau à gaz, donc solide, liquide et gaz, mais tout de même, c'est une transformation qu'on appelle physique. S'il arrive, par exemple, que vous avez une tasse comme ceci et que celle-ci tombe par terre et casse, nous avons plusieurs morceaux. Nous pouvons les recoller ensemble et on peut ravoir la tasse parce que c'est ici une transformation physique. Oui, mais on veut savoir aussi qu'est-ce que c'est une transformation chimique. Alors, voyons voir quelques exemples. Donc, voyons voir. Alors, si on regarde des transformations chimiques, je vais donner quelques exemples. Nous avons la combustion. Donc, par exemple, si on prend du bois et on veut en faire un feu, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons du bois, nous avons aussi de l'oxygène, et lorsque nous avons la combustion, nous allons obtenir du CO2 et nous allons obtenir de l'eau. Et quelquefois, nous allons avoir de la suie qui peut être du carbone. Mais dans la combustion du bois, lorsqu'il y a un feu, c'est une transformation qui est chimique. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que c'est chimique? Voyons voir. Nous avons le bois ici, et le bois, si on pense à la cellulose, c'est un regroupement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Alors ici, je mets des variables parce que les compositions peuvent changer. Avec l'oxygène ici, il y a une réorganisation chimique pour obtenir le CO2, l'eau et le carbone à la fin. OK. Pourquoi est-ce que ceci, c'est chimique? C'est que chimiquement, il y a un changement de molécules. Et autre chose qui est intéressant, c'est que c'est irréversible. Donc, irréversible comme ceci. Alors, comment est-ce qu'on peut dire, OK, pourquoi est-ce que c'est irréversible? La question, c'est est-ce que moi, je pourrais aller dans l'atmosphère, prendre le CO2, l'eau et le carbone ici et essayer de refaire le bois que j'avais originalement? C'est impossible. La seule façon que je pourrais prendre
le CO2 et l'oxygène et l'eau ici, ce serait de prendre une plante avec dans ses feuilles, prendre l'énergie du soleil, faire la photosynthèse, donc chimiquement reconstituer d'autres molécules pour faire soit des sucres ou cellulose. Donc, on a besoin d'une transformation chimique, c'est une nouvelle substance. Alors, tout à l'heure, nous avions les transformations physiques, nous avions la même substance qui pouvait changer de forme ou d'état, mais c'était toujours la même chose. De la même façon que si j'ai une feuille de papier comme ceci et que je l'applique, il y a maintenant un pli, c'est toujours une feuille comme ceci, je peux la déchirer, comme cela. C'est encore ma feuille de papier. Je pourrais la recoller si je pouvais remettre les fibres ensemble. OK. Transformation physique. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation chimique? Il y a de nouvelles substances créées et j'ai mentionné que c'était irréversible. Donc, par exemple, prenons des exemples. Si nous sommes dans la cuisine, nous allons avoir des ingrédients comme une farine, un peu de sucre, un peu voyons voir, de poudre à pâte, par exemple, pour faire lever ce qu'on va faire cuire. On met quelques œufs, quelquefois un peu d'eau, un peu de lait peut-être, et on peut faire des crêpes ou on peut faire un gâteau ou un pain. Intéressant. Lorsqu'on met ces ingrédients dans le four, la chaleur change la chimie des ingrédients pour créer un produit final qui peut être une pâtisserie ou un pain. OK. Ça, c'est une transformation chimique parce qu'on ne peut pas revoir les ingrédients initiaux. Ils ont totalement changé. Un autre exemple, c'est la digestion. Lorsque nous mangeons notre nourriture, buvons de l'eau, ça passe dans le système digestif. Il y a une digestion chimique. Et les humains, nous avons certains déchets. Les déchets humains, il y a des déchets gazeux, bien sûr, par l'expiration du CO2. Il y a des déchets liquides et solides. Il y a un changement complet de la chimie ici. On ne pourrait pas revenir en arrière. C'est impossible. Donc, c'est ça la différence entre une transformation physique qui est réversible et une transformation chimique qui est irréversible. Alors, j'espère ici que c'est une excellente question ici qui se rapporte à la chimie. Je suis content que tu aies posé celle-ci, chiffre, alphabet. Donc, j'aime bien ces questions. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder notre émission, n'oubliez pas de peser pour vous abonner. On a des sessions de tutorat tous les samedis matins. Si vous avez la chance, vous pouvez toujours cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez savoir lorsque je viens. Mais c'est toujours intéressant. Je suis ici pour vous avant tout. Si vous regardez en rediffusion, mettez vos questions dans la section commentaires sous la vidéo. Comme ça, moi, je peux prendre vos idées, vos questions pour les émissions qui vont suivre. Donc, merci ici, chiffre alphabet. Fantastique. Alors, voyons voir quel est l'autre sujet que je voulais mentionner. Voyons voir. Voyons voir. Voilà. Donc, chose intéressante, près de chez moi, depuis quelques semaines, il y a du brouillard. On a eu 2 journées où près de la maison, donc ici, on peut voir, c'est une, voyons voir si on peut voir mon curseur. Oups. Voilà. Mon curseur est ici. Donc, ça, c'est mardi à la maison. Nous avons eu du brouillard et il y avait de la neige qui tombait. C'était fantastique. Et chose intéressante, nous avons eu ce brouillard pendant 2 journées. Et moi, j'avais planifié d'aller faire du ski pour la 2e journée. Je sais que nous avons ici, près de chez moi, des petites montagnes, ça peut être des collines pour certains, comparé à certains centres de ski, que l'on soit en Europe, que l'on soit dans l'Ouest canadien. Mais tout de même, chose intéressante, c'est que je me suis posé la question, comment est-ce que ce brouillard se forme? Parce que nous avons eu ceci pour 2 jours. Alors, moi, j'aime bien aller prendre des marches. Donc ici, c'était un pont près de chez moi. J'aime bien la symétrie ici. Et lorsque le lendemain, on s'est levé, on a dit, oh, il y a du brouillard. Est-ce qu'on va vraiment avoir une belle journée de ski?
malgré celle-ci. On a dit, on va quitter quand même. Où je vis, il y a un des grands lacs canadiens et c'est le lac Ontario. C'est une grande masse d'eau et c'est à la température plus froide et on a eu un vent chaud ou de l'air chaud qui est arrivé. Alors la question c'est comment se forme ce brouillard? Alors ici, nous avons une surface d'eau qui est froide. Nous avons de la neige qui est sur des surfaces solides, sur les sols, les gazons et tout. Et ce qui est intéressant, c'est l'air chaud qui est arrivé, a fait évaporer l'eau. Par contre, puisque le sol et le lac est encore froid, il y a une évaporation, mais une condensation très rapide, aussitôt qu'il y a eu évaporation. Et puisqu'il y avait peu de vent, on a eu cette évaporation et condensation et c'est resté sur place pendant 2 jours. Et ça, c'est intéressant. Alors ici, on peut voir, nous avons ce brouillard. Une autre analogie pourrait être, par exemple, nous avons des nuages, au lieu d'être en altitude, se retrouvent au niveau du sol. C'est une autre façon de le faire. Alors, mercredi, nous nous sommes levés, on s'est dit, on va aller faire du ski. On se réveille une deuxième journée de brouillard. On s'est dit, ce n'est pas grave, allons-y quand même. Alors, nous arrivons au centre de ski et on peut voir ici, nous avons nos pentes et ça, c'est à peu près 1 heure de chez moi. Et puis, on s'est dit, oh, il y a du brouillard. On s'est dit, on va aller s'amuser quand même. Donc, on a décidé de faire du ski. Et ça ici, c'est lorsque on a commencé à monter. Je ne suis pas excellent en ski. Nous avons commencé avec une pente très, très, très faible. On a descendu 2 fois, après on est allé plus à pic. Et on a descendu quelques fois et on a fini par aller dans les grandes pentes. Maintenant, est-ce que c'est des grandes pentes? Pas du tout. Par contre, il y avait presque personne. Alors ça, c'était fantastique. Nous montions, rendus en haut, on descendait. Et aussitôt qu'on arrivait, on pouvait faire le tour et on peut voir ici. Alors si on regarde dans le bas, on peut voir ici, ça c'est le début des monts de pente. Il y avait presque personne. Alors on a fait du ski presque toujours. Ayant peu de personnes sur les monts de pente, c'était fantastique. Alors on peut voir, on commence la journée ici, il y a du brouillard. La deuxième photo ici, ça se rapporte à une question, et c'est peut-être chez le Alphabet qu'il y avait une question il y a quelques semaines sur comment fait-on de la neige artificielle? Et ça, c'est un exemple ici. Donc, on peut voir, c'est un tuyau. Alors, je me suis dit, je vais prendre une photo pour vous le montrer. Nous avons ici un tuyau qui arrive ici et qui monte. Et juste ici, ça ressemble à un pommeau de douche. Donc, lorsque la nuit tombe et il fait froid, ils envoient de l'eau en petits jets et cette eau va geler et ils font de la neige artificielle. Donc, j'ai pensé à toi lorsqu'on a regardé ça, c'est intéressant. Et c'était bien, on a fait du ski dans ces conditions. Alors, lorsque je suis arrivé, je ne pouvais pas voir le haut de la montagne, qui était intéressant. Nous avons fait du ski et vers 1 heure l'après-midi, tout le brouillard avec le soleil qui est arrivé. Donc, aussitôt que le soleil arrive, il y a eu un peu plus de vent qui est arrivé, il y a eu beaucoup plus de chaleur, donc l'air s'est réchauffé. Et lorsque l'air se réchauffe, il y a une capacité d'absorber beaucoup plus d'eau. Alors, cette idée de condensation, d'eau condensée dans l'air, c'est comme évaporer dans l'atmosphère. Et voilà, ça, c'est il était vers peut-être 2h30 l'après-midi, c'était de superbes conditions. Mais rendu à 7 heures, alors nous avons quitté vers 4 heures l'après-midi, et chose intéressante, il faisait peut-être 10 degrés Celsius. Alors, lorsque nous avons commencé la journée, il avait fait peut-être moins 2 degrés durant la nuit. On avait des conditions fantastiques, mais rendu à la fin de la journée, avec 10 degrés Celsius, les petits grains de neige étaient maintenant rendus des petits grains de glace enrobés d'une petite couche d'eau. Donc, on se retrouve avec des conditions de ski de printemps fantastiques. Et puis, lorsqu'on descendait, les personnes, lorsqu'ils vont de droite à gauche, on s'est retrouvé, il y avait beaucoup de petites bosses
parce que la neige, aussitôt qu'on descendait, on faisait une petite butte à chaque fois qu'on descendait. Donc, je vais dire qu'à la fin de la journée, la montagne n'était pas très, très belle, mais c'était très intéressant de voir cela. Ici, c'est la semaine de relâche, donc les élèves ont congé à l'école, et j'ai demandé ici, c'est la dernière semaine pour faire du ski. Moi, je pense que c'était probablement la meilleure journée pour nous, parce que il faisait toujours, c'était toujours sous zéro la nuit, alors avant. Mardi matin, il faisait -2, il a fait 10 degrés, et toute la semaine, il a fait 11 et 12 degrés, et durant la nuit, il faisait peut-être 5 degrés. Donc ici, il n'y avait aucun moyen pour la neige de se resolidifier durant la nuit. Donc, les conditions sont sûrement intéressantes, mais c'est pour ça que c'est la dernière semaine. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes ici qui font du ski? Si vous faites du ski, vous pouvez l'indiquer dans la section commentaires. C'est toujours intéressant de voir qui fait certains sports. Et pour être honnête, ça faisait peut-être 5 ans que je n'avais pas fait de ski. Donc, je me suis dit que c'est peut-être le temps de recommencer. C'est toujours bien de s'amuser à l'extérieur. Alors, voilà. Alors, c'est bien. Alors, ça, c'est un peu mon histoire de la semaine. Un peu de science, quelques photos, un petit lien avec comment faire de la neige artificielle. C'était une belle journée. Alors, lorsqu'on regarde notre environnement, donc moi, lorsque je suis allé à l'université, j'ai fait un bac en géologie. Donc, c'est ça que je voulais faire. Alors, pour terminer aujourd'hui, alors je vais peut-être terminer dans une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage. J'apprécie Chiffre Alphabet qui nous a donné une belle question aujourd'hui. Je vais parler un peu de géologie et minéralogie. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous allez comprendre comment est-ce que la chimie peut être inclue dans les socles rocheux et les différents types de roches. Donc, voyons voir. Lorsqu'on parle de géologie, alors ça ici, c'est un cristal de quartz. Moi, j'aime bien la géologie et la minéralogie parce que c'est un peu comme la perfection de la nature et de notre petite planète. Lorsqu'on regarde la composition chimique d'un cristal de quartz, c'est de la silice, un silicium qui est ici sur le tableau périodique et l'oxygène. Et c'est SiO2, c'est la formule chimique. Maintenant, lorsqu'on a un cristal, qu'est-ce qui arrive? C'est comme une certaine pureté lorsqu'il y a eu lorsque les molécules se sont mises ensemble. Par contre, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours évident. Parce que lorsque nous avons un magma qui arrive à la surface, il y a différents aspects qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors, voyons voir. J'ai peut-être montré ceci dans le passé, mais j'ai oublié. Donc, ça ici, je ne sais pas si je peux montrer. Ça ici, c'est une roche volcanique qui vient des îles d'Hawaï. C'est un ami qui est allé là-bas. J'ai dit, il voulait savoir si je voulais un souvenir. J'ai dit, ramène-moi une roche, ce serait intéressant. On a ici une lave qui est très foncée. Donc, le magma qui se retrouve dans le manteau de notre planète est composé de toutes sortes d'éléments qui sont considérés ici sur le tableau périodique. Et il y a beaucoup de fer, magnésium, chromium et nickel. Donc, ces métaux qui sont ici. Et puisqu'ils sont présents, forment une roche qui est assez foncée comme cela. Ça, c'est une roche volcanique. Si cette roche était pour être ignée, ça veut dire que c'est une roche qui reste dans le manteau, qui ne sort jamais à la surface. On se retrouve avec on appelle ça des roches dimensionnelles. Alors, ce sont des roches qu'on fait pour l'architecture et on se retrouve avec ces granites on appelle ça des gabbros. Le nom, c'est gabbro, c'est une roche qui est noire, qui est très dure et on peut voir les petits cristaux dedans. Alors, lorsqu'on regarde des bâtiments qui utilisent des roches et c'est très noir, c'est le gabbro. Maintenant, chose intéressante, il y a aussi, ça c'est une autre roche volcanique, on peut voir la différence de couleur.
Celle-ci vient du Costa Rica. Chose intéressante, c'est que si nous avons un magma qui contient moins de fer et de magnésium, de chrome et nickel, on se retrouve avec un magma qui est beaucoup plus clair comme couleur. Et ici, c'est au Costa Rica, il y a eu un changement, une transformation, ce n'est plus ici, transformation chimique, où l'oxygène a fait rouiller un peu cette roche volcanique. Chose intéressante, on a ici une roche qui est plus claire parce qu'il y a certains éléments qui ont quitté. Il y a quelques années, je suis allé, alors ça on peut voir, je suis allé au Mont Sainte-Hélène. Donc le Mont Sainte-Hélène est un volcan qui était actif dans les années 80. Et puis je me suis dit que je voulais aller voir. Et on peut voir que celle-ci, ce magma, si on compare les deux, est beaucoup plus clair. Chose intéressante, c'est que ici, il y a eu une diminution. Donc ici, si on parle de gravité, on a une chambre magmatique et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, il y a une certaine précipitation. Les éléments qui sont plus pesants vont aller vers le bas et on se retrouve en haut d'une chambre magmatique avec des éléments qui contiennent beaucoup plus de silice, d'aluminium, contient aussi du sodium, un peu de calcium et très peu de fer, nickel, chrome et autres. Ce qui arrive qu'on a donc une couleur qui est beaucoup, beaucoup plus claire. Et donc ça, c'est un peu une évolution. Je ne sais pas si je peux mettre les trois ici. On peut voir l'évolution ici de ce qui peut se passer dans la croûte terrestre. Ça ici, beaucoup plus près de la composition du manteau terrestre. Et ici, on se retrouve avec une chambre magmatique qui était beaucoup plus évoluée, où les éléments qui étaient plus pesants se retrouvent dans le fond. Et on a donc ici une roche volcanique qui est beaucoup plus claire. Maintenant, c'est intéressant parce que on peut utiliser ceci pour nous aider à comprendre d'autres aspects. Donc, par exemple, si nous avons une roche ou un magma, où il y a quelques éléments qui sont plus lourds et on se retrouve avec beaucoup plus d'éléments qui donnent une roche plus claire. Regardons. Est-ce qu'on peut voir ici? Il y a une certaine analogie ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si cette chambre avec magma ne quitte jamais le manteau en volcan, mais reste à l'intérieur, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une certaine cristallisation qui se fait. Il y a une cristallisation qui se fait et c'est là qu'on se retrouve avec des granites de différentes textures. Donc, vous avez sûrement déjà vu un granit comme ceci. Je ne sais pas si on peut voir un zoom. Et on peut voir ici un petit cristal avec un reflet de lumière. Donc, nous avons ici un granit, voilà. Nous avons un granit ici et ce granit est composé de on peut voir il y a des minéraux qui sont roses, d'autres minéraux qui sont plus foncés et d'autres minéraux qui sont plus clairs. Donc, lorsqu'on donne une chambre à magma et qu'on donne le temps à celle-ci de cristalliser, tranquillement, les éléments vont dire, OK, voyons voir si on peut s'associer ensemble pour former quelque chose de différent, par exemple. Et c'est là qu'on se retrouve avec des choses intéressantes. Si nous regardons ici, nous avons un granit qui a cristallisé lentement. Ça peut être pris plusieurs dizaines de millions d'années pour se cristalliser. Mais on peut avoir aussi, voyons voir si je peux faire comme ça, on peut voir ici, nous avons une roche avec une composition similaire, mais c'est beaucoup plus vitreux un petit peu. La raison de cela, c'est que celui-ci a refroidi beaucoup plus rapidement. Ça ici, ça vient du nord du Canada. Ça vient partie du bouclier canadien. Celui-ci, si on regarde, c'est mon souvenir de mon voyage à Saint-Pierre, alors près du Canada, il y a deux petites îles, Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre est une île, c'est un territoire français, ici près du Canada, pour les droits de pêche.
Et au lieu de ramener un souvenir quelconque, je me suis ramené un souvenir qui est une roche qui me donne un peu une idée du socle rocheux de cette montagne. Alors, c'est comme une grande butte. Si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de végétation. Ça fait plusieurs années et plusieurs siècles qu'il y a des personnes sur cette île. Mais ça peut montrer que lorsqu'on cherche des souvenirs pour les voyages, il y a des personnes qui vont se ramasser peut-être des livres, des coquillages, des petits qui représentent la culture. Moi, j'aime bien regarder les roches. Maintenant, lorsqu'on regarde un granit, nous avons ici toujours le bloc central et on peut ajouter différents éléments autour. Donc, voyons voir. Il y a deux choses que je voulais montrer. Donc, lorsqu'on regarde le granit ici, comme celui-ci, c'est plutôt rose. Alors, la couleur rose, c'est ce qu'on appelle un minéral qui s'appelle le feldspar. Et ce qui est intéressant avec le feldspar, c'est que c'est un regroupement d'atomes qui, ensemble, vont faire une structure. Alors, si on regarde ici, si on a un peu de sodium, un peu de calcium, comme ceci, j'ai pris la formule ici, un peu d'aluminium, 2, ici on va mettre un 2, pourquoi pas, et comme cela. Nous avons ici une composition d'un minéral qui est plutôt rose. Donc, lorsque vous allez voir, vous allez en voyage et il y a, oups, je devrais peut-être, mon visage est caché, c'est intéressant. Voilà. Nous avons ici un regroupement d'éléments qui forment des minéraux dans une roche. N'oubliez pas qu'un minéral, c'est lorsqu'il y a un magma qui a le temps de se cristalliser. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous changeons un peu de composition? Si nous mettons un peu de potassium au lieu du sodium et du calcium, mais que nous gardons l'aluminium, silice et l'oxygène, et j'avais pris ici quelques, alors c'est KAlSi3O8. Donc ici, on se retrouve avec des changements. Et lorsqu'on regarde notre granit qui est rose comme ceci, c'est parce qu'il y a des feldspars roses. Mais lorsqu'on regarde d'autres types de feldspars, donc celui-ci s'appelle l'amazonite. C'est un type de feldspar, mais la couleur n'est pas rose, mais est verte comme ceci, un bleu-vert turquoise. Ce qui est intéressant avec, je vais les mettre ensemble. Je ne sais pas s'il y a un zoom qui peut se faire, voilà. Ce qui est intéressant avec la composition ici, c'est qu'au lieu d'avoir du calcium et sodium, on se retrouve avec ici du potassium, quelques changements d'atomes qui sont des métaux, et on a une minérale qui est complètement différente. Alors, lorsque j'étais géologue, je faisais de la cartographie dans la province du Québec il y a quelques décennies, intéressant. On a pris une journée et on est allé voir si on pouvait se trouver. Voyons voir s'il y a un zoom qui peut se faire. Voyons voir si je mets ça ici. Voilà. On peut voir quelques... Alors, c'était fantastique. Ce n'était pas immense comme endroit, mais c'était dans un endroit où il y avait un granit et il y avait un endroit où il y avait une altération. Et celle-ci avait été avec cette amazonite. C'est toujours fantastique. Une autre chose que je voulais montrer, par exemple, qui est intéressant, c'est... Alors, il y a plusieurs personnes qui peut-être jouent à Minecraft qui vont regarder ceci. Ça, c'est un ami qui est allé en Amérique du Sud et m'a ramené un peu de lapis lazuli, et c'est un morceau comme ceci. On peut voir que c'est bleu. C'est un minéral qui s'appelle l'azurite. Il y a un peu de pyrite à l'intérieur. Donc, la pyrite, c'est du fer et du soufre. OK. Alors, le fait d'avoir ceci, quelle est la composition chimique? Je vais vous montrer ceci. Alors, c'est un peu de sodium, un peu de calcium. Nous avons AlSi, AlSiO4, et ici, il y a
Alors, si on regarde le lapis-lazuli, ceci ressemble à bleu comme cela, à cause, voyons voir, à cause du fait que c'est la composition et comment la lumière arrive ici. Donc, si on regarde, nous avons toujours ce milieu qui est important de la croûte terrestre avec l'aluminium, la silice et l'oxygène. Maintenant, c'est fait en regroupement. Ici, on peut voir qu'il y a plusieurs de ces groupes ici avec du sodium et du calcium avec différentes proportions. Donc, chose intéressante, lorsqu'on parle d'un laboratoire de chimie, on essaie de trouver des substances qui sont pures, mais il faut les purifier, ces substances. Donc, lorsqu'on va dans la nature et qu'on regarde des roches ou autres structures, c'est toujours composé de plusieurs éléments différents. Et ça, c'est un exemple comment est-ce que on a toujours cette idée d'aluminium, silice et oxygène qui est un peu la base de notre croûte terrestre, surtout lorsqu'on parle des grands boucliers et que nous avons des matériaux, des magmas qui ont peu ou moins de fer, moins de chrome, moins de magnésium dedans. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. Et je regardais qu'est-ce qui donnait la couleur de ce bleu du lapis-lazuli. Et d'après ce que j'ai fait la recherche, c'est qu'il y a quelques atomes de soufre, un peu de chlore aussi, peut-être un peu de sulfate. Et le fait qu'il y a des atomes comme ceci à l'intérieur des structures, ceci nous donne des couleurs ou des propriétés visuelles qui peuvent changer. Alors, c'est toujours intéressant de ce côté-là. D'autres choses que je pourrais montrer, parce que moi, j'aime bien la minéralogie, c'est pour ça que je suis allé en géologie. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un cristal d'apatite. Donc, on peut voir, c'est un cristal, il y a les 6 côtés ici avec une pointe. Alors ça, j'ai pris ceci à Bancroft. Et on peut même en trouver des plus gros. Donc, on peut voir ici, on peut voir les 6 côtés. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont des minéraux qui, avec le temps, s'ils ont plus de temps, ils ont la chance de former une structure spécifique. L'apatite est fait surtout de phosphate. Et le phosphate est important dans notre corps, pour les dents, par exemple, et les os. Voyons voir. Si on regarde, on a ici un cristal de quartz, un cristal d'apatite, mais on peut voir qu'ils ont des similarités avec les 6 côtés, mais ils ont quand même des propriétés différentes parce qu'ils ont des compositions chimiques différentes. Autre chose que je voulais montrer, donc, n'oubliez pas que lorsque nous avons des roches qui sont à l'air libre, il peut y avoir comment on pourrait dire ça, des altérations chimiques. Donc, je rappelais que tout à l'heure, ceci est un magma qui vient du Costa Rica. Il a réagi avec l'oxygène et a rouillé un petit peu comme ceci. Et si on regarde ici, ça c'est une roche qui est une roche sédimentaire qui est plutôt blanchâtre. Si on est pour casser un morceau, on peut voir que c'est plutôt grisâtre comme ceci. Maintenant, je ne sais pas, ceci vient de l'Europe, vient d'un voyage que j'ai fait en Europe. Ceci vient des falaises près de Dover. Vous savez, ces grandes falaises blanches. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons une roche sédimentaire qui a une couleur plutôt grise, mais lorsqu'il est en contact avec l'air, l'oxygène fait qu'il y a un changement chimique qui arrive. Et c'est une transformation qui est chimique parce que c'est irréversible. La composition même change. Mais ça nous donne une couleur qui est blanchâtre comme ceci. Et ceux qui voyagent, vous avez sûrement déjà remarqué sur la côte est de l'Angleterre, ces falaises blanches. Donc, ça, c'est un autre souvenir, bien sûr. Donc, dites-vous que lorsque on voyage, il y a différents intérêts et moi, j'aime bien ces roches et minéraux. Alors, voyons voir. Il n'y a pas d'autres questions.
Alors moi, je vais vous laisser aller maintenant parce que j'ai une rencontre, j'ai une conférence ce week-end qui a commencé à 9 heures, mais c'était important pour moi d'être ici avec vous, de voir s'il y avait des questions. Et nous avons une fantastique question d'un chiffre alphabet aujourd'hui qui est: quelle est la différence entre la transformation physique et la transformation chimique? Quelquefois, lorsqu'on a une transformation chimique, en passant, on peut dire c'est une transformation chimique basée sur une réaction chimique. Donc souvent, transformation chimique et réaction chimique vont être utilisées dans les mêmes contextes. Alors sur ce, je suis content que vous ayez été avec moi aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, quelque chose que vous voulez avoir des clarifications, mettez-les dans la section commentaires. Je suis ici pour répondre à vos questions de science. Ça me fait toujours plaisir. Et Chiffre Alphabet, merci de ta question. J'ai hâte de voir ce que nous allons faire la semaine prochaine. Et ici, je vais mettre un lien pour le prochain vidéo que vous allez voir avec nous. On se voit là dans un instant.